OK. Donc, nous avons commencé avec le développement d'applications. Voilà, nous avons déjà le plus important. En fait, on peut s'indiquer que tout ce qu'on fait là est divisé en deux parties. C'est nouveau là. S'il vous plaît, soyez attentifs. C'est un rappel qui va aussi beaucoup vous aider. Heureusement même que vous faites déjà, donc même pas beaucoup de soucis. Là, il vous agresse seulement. Brutalise votre cerveau avec le code. C'est votre nourriture, donc. Vos fonctionnalités doivent être vraiment des fonctionnalités qui sont avancées. Vous là, il vous brutalise seulement avec ça. Il n'y a, pas, y a pas, y a pas de, il ne faut pas vous cajoler avec ça. Donc, nous avons commencé avec la première partie. On a déjà fait presque, bon, en ligne, on a balancé presque 3 vidéos. Comment créer le projet, se connecter à la base de données. Donc, normalement, ceux qui ont déjà vu la première vidéo et la deuxième vidéo savent déjà se connecter à la base de données et résoudre n'importe quel type d'erreur. Eh Franklin, tu as vu la vidéo là? Donc, en fait, notre application est subdivisée en deux parties. Nous avons un back-end. J'espère qu'on est ensemble. J'espère qu'on est ensemble. Peut-être baissé, pourquoi? Vous allez me forcer à prendre vos téléphones. Donc, notre application est subdivisée en pratiquement 3 blocs. Nous avons d'une part voilà, ça, ok. Donc, notre application est subdivisée en 3 parties. Nous avons un front-end, nous avons un back-end et nous avons une base de données. Quand on veut créer une application, ça dépend. Hein. Vous pouvez commencer par le front-end, vous pouvez commencer par... Mais vous ne pouvez pas faire la base de données, vous ne pouvez pas faire le back-end sans faire la base, sans vous connecter à la base, sans faire la base de données. Bon, euh, en fait, en fonction de la personne que vous avez devant vous. Généralement, c'est bien de faire le front-end pour que la personne ait un aperçu rapide de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, tu as quelqu'un là qui veut un site web, tu as quelqu'un là qui veut par exemple une application. Voilà, tu fais d'abord un front-end là, même si le front-end là n'est relié à rien. Mais au moins, ça lui donne quoi? Un aperçu rapide de ce qu'il veut. Et là, maintenant, il peut te dire que non, je veux pas ça, tu enlèves ceci. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le back-end, voilà, c'est la deuxième partie où vous devez faire chaque fonctionnalité. C'est là-bas dedans. Bon, actuellement en ligne, on a déjà fait le back-end et on a connecté les deux. Alors, on a vu comment est-ce qu'on connecte notre back-end avec notre base de données. Les 3 parties-ci sont les 3 premières parties. Parce que lorsqu'il va falloir déployer le projet, d'autres parties vont s'ajouter. Faire par exemple une pipeline. Par exemple, faire l'intégration continue, le déploiement continu. Et les technologies associées vont également entrer. Dans le front-end, on a une panoplie de technologies. Tous sont fondés sur HTML et CSS. Donc, il y a beaucoup de technologies front-end. Il y a également les frameworks, les bibliothèques, les CMS. Content Management System. Vous connaissez ce que c'est que les CMS? Vous avez entendu parler des CMS? Donc, il y a une panoplie de technologies pour faire le front-end.
Pour faire le back-end, il y en a aussi une panoplie. PHP, Python, Java, JavaScript, Node.js, avec les frameworks. La base de données aussi, beaucoup de technologies sont utilisées là-bas. Du MySQL, MongoDB, Postgre. Base de données non relationnelles, orientées documents. Chaque partie a ces technologies. Votre responsabilité, c'est de maîtriser, de savoir pourquoi j'utilise telle technologie pour faire le back-end, pourquoi j'utilise telle technologie pour faire le front-end, pourquoi j'utilise telle technologie pour faire la base de données. Donc, si vous ne pouvez pas encore répondre à la question, pourquoi utiliser Java pour faire le back-end, pourquoi utiliser, je ne sais pas, React ou Angular pour faire le front-end, pourquoi utiliser une base de données MySQL, vous ne faites pas encore du développement. Vous êtes encore à la gare routière. Parce qu'il existe beaucoup de technologies. Comme ils viennent te demander pourquoi tu utilises le marteau aussi pour faire la chaise, pourquoi tu n'utilises pas plutôt l'autre marteau là. Donc nous, dans notre cadre, nous sommes restés sur du Java. Donc nous sommes restés avec Java. Java, c'est l'une des technologies qui existe, mais nous, on a décidé de rester avec Java pour le back-end. Donc Java, c'est la technologie qu'on va utiliser pour faire tout le back-end. On va voir comment Java s'interface avec la base de données et voilà. Donc, dans cette première partie, ce que vous avez appris de fondamental et qui est très important pour la suite, c'est s'il y a quelque chose que vous devez retenir dans la première partie ici, c'est que dans un back-end Java, nous avons combien de couches? Dans un back-end Java, on a combien de couches? Quand on parle de couches dans une application, on parle en fait simplement des dossiers, des grandes parties de l'application. On veut faire simple. Donc, nous avons la première qui est là. Bon, si on part depuis la base de données, nous avons le DAO, Data Access Object. C'est cette partie qui est responsable de quoi? Voilà. Elle est responsable de la communication avec la base de données. Pour communiquer avec la base de données, elle utilise quoi? On va utiliser la quête. Donc, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à voir une application en gros. Elle utilise ce qu'on appelle des entités. Nous avons des entités. Bon, nous avons des entités Java. C'est-à-dire nous avons des classes Java, en fait, même tout ça sont des classes. Nous avons des entités qui doivent être envoyées dans la base de données. La DAO, donc, la Data Access Object, utilise donc ces entités-là pour les envoyer dans la base de données. Lorsqu'ils sont dans la base de données, ils sont sous quelle forme? Dans le code Java, les entités se présentent comment? Dans le code Java, les entités sont des classes, ce sont des objets. Lorsqu'on les stocke dans la base de données, ils se présentent comment? Pas des tables, ce sont des enregistrements. Il y a encore des occurrences. Donc, après la couche DAO, nous avons la couche service.
Cette couche est responsable de quoi? Cette couche est responsable de la logique, c'est-à-dire des contraintes qui sont liées au métier. Les anglophones disent, on appelle Slayer. C'est ici que sont matérialisés, c'est ici que sont codés la logique métier. C'est même le cœur de l'application. On peut dire ça comme ça. La couche service, c'est le cœur de l'application. C'est elle qui contient la logique, les traitements se font. C'est là. En bas, tu dois encore, tu vas te mettre debout. Ah, comprends que tu es en ligne. Hein. Donc, il dit ton nom comme ça là. Les gens vont entendre ça dans la vidéo. OK. Après la couche service, nous avons les contrôleurs. Les contrôleurs sont responsables de quoi? Non, bien dit. Quoi? Les contrôleurs sont responsables de quoi? Quelle est la responsabilité des contrôleurs? Papa. Comment? Quelle est la responsabilité des contrôleurs? Franklin, la responsabilité des contrôleurs, c'est de faire quoi? Quand je vous demande de coder, alors quoi? Donc vous tapez seulement le code, vous ne comprenez rien. Les contrôleurs sont responsables d'intercepter les requêtes HTTP. Donc nous avons un client qui est dans un navigateur. Le client discute avec notre application via quoi? Via le navigateur. Qu'est-ce que le navigateur fait de façon spécifique? Le navigateur, ce qu'il fait de façon spécifique, c'est qu'il envoie des requêtes HTTP vers notre backend. Donc nous avons notre serveur d'application. Dans un serveur d'application, on a plusieurs applications qui sont déployées. Ces applications-là sont visibles par des contrôleurs. Ce sont les contrôleurs qui sont responsables de la visibilité de l'application. On dit simplement qu'ils exposent les fonctionnalités. Pourquoi? Parce que ce sont les contrôleurs qui vont intercepter les requêtes HTTP. Le navigateur envoie des requêtes et notre application répond aux requêtes là via des pages. Donc, le contrôleur est responsable d'intercepter les requêtes HTTP qui sont envoyées par le client. Quand on parle du client, on ne parle pas de vous. Le client, c'est simplement le navigateur. Et on a vu comment est-ce que le client faisait pour envoyer. On a vu ça de bout en bout. On a parlé du modèle TCP/IP. Comment est-ce que la requête quittait le navigateur jusqu'à la servlette. C'est tout un process. Il faut bien comprendre tout ce mécanisme-là. Donc, nous avons déjà vu en fait la couche DAO, comment elle utilise les entités et elle stocke ces entités dans la base de données. On a aussi vu comment, voilà, aujourd'hui on va faire par exemple, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quoi? On va essayer de connecter
d'intégrer la couche service, d'intégrer la couche contrôleur. C'est très important. Ce sont des normes de conception. Vous devez savoir que ce que vous apprenez là, on retrouve ça dans tous les langages. Modèle MVC. Quand il dit contrôleur, c'est pas moi qui ai choisi d'appeler ça contrôleur. C'est un nom universel. Est-ce qu'on se comprend? Dans PHP, tu vas entendre aussi contrôleur. Dans Python, tu vas aussi entendre contrôleur. C'est un nom universel. Même DAO, là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ou service. Raison pour laquelle, quand vous mettez les noms là, vous voyez comment ça, automatiquement, ça colore. Parce que, en fait, ce sont des choses qui sont déjà normalisées. C'est pourquoi, quand vous allez évoluer, vous allez voir que le tout n'est pas qu'une application donnée. Le tout, c'est qu'une application doit respecter les normes. Tu vas dire que ton application donne, oui, c'est bien, ça donne. Est-ce que ça respecte les normes de conception? C'est un peu comme une maison. Vous ne pouvez pas dire que parce que la maison est debout, ça veut dire que vous avez bien construit. Par exemple, peut-être que vous avez utilisé les papins de, je sais pas quoi, les papins de 5, ou il faut utiliser les papins de 12. La maison est debout, oui, mais c'est pas debout pour longtemps. Après, ça va craquer. C'est pourquoi c'est important pour vous de comprendre la conception, de comprendre le développement et de comprendre comment ces choses-là communiquent. C'est très important. Donc, si on revient dans la structure de notre code, on a dit que nous avons là, ça c'est un projet web, c'est un WAR, c'est un WAR qui est différent d'un JAR. Un JAR, c'est pour le desktop, un WAR, c'est pour la version web. WAR veut dire Web Archive. Et Lionel. Maintenant, dans notre main, ça c'est pas moi qui crée. En fait, vous allez voir si vous allez suivre les nouveaux là, allez suivre les autres vidéos. Et vous savez qu'on a une réunion ce soir. Pratiquement peut-être vers 23h ou 1h. On va faire une réunion live. Donc, dans la couche Java, Java c'est le dossier qui contient notre code Java. Ici, nous avons la structure que nous avons vue tout à l'heure là-bas. Service, DAO et contrôleur. Voilà les trois couches là. Donc quand il parle de service, c'est un dossier. Quand il parle de la couche service, c'est le dossier service. Quand il parle de la couche DAO, c'est le dossier DAO. Quand il parle de la couche contrôleur, c'est le dossier contrôleur. DAO, on appelle encore ça souvent repository. Je pense que le nom même de ça, c'est repository. Quand vous allez voir, quand je vais mettre repository là, allez, ça va comprendre. En fait, DAO et repository, c'est la même chose. DAO, c'est dit DAO, Data Access Object. C'est la généralité. Data Access, ça veut dire comment j'ai accès aux données. Couche d'accès aux données objets. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai qu'avec vous, j'ai mis dans DAO, j'ai mis repository. Bon, ici, là, je vais un peu éclater le modèle là. Et dans repository, il y a deux repositories. Je vais arriver d'abord entity là, je mets dans. En fait, je vais éclater le modèle réel. OK. Hum. Bon, ce que je fais, c'est que comme ça possède le même nom. Ah, j'ai mis ça sans réfléchir. Pourtant, les deux ont le même nom. Je vais changer ça, je vais mettre plutôt repository. Voilà. Mhm. Config.
Généralement, dans les projets, c'est comme ça. Hein. OK. Donc, nous avons config qui contient la configuration générale du projet. Contrôleur, web, entity pour les entités, repository pour l'accès à la base de données, service pour la logique métier. Pour votre petit niveau là, niveau de la maternelle là, je m'arrête là. Je ne peux pas encore mettre des centaines de dossiers. Maintenant, nous avons une entité. Une entité, c'est une classe. Donc, nous devons créer les entités. Ces entités-là sont représentées dans la base de données par des tables. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Donc, si j'ai 10 tables dans la base de données, dans ma couche entity, j'ai 10 classes. On se comprend? Et on avait dit ici là que, bon, pour ceux qui, ça c'est ceux qui poussent vraiment dans le développement. La base de données utilise une logique. Quelle logique, surtout les bases de données relationnelles, la logique que la base de données utilise, c'est quoi? C'est Meris. Pour concevoir les bases de données relationnelles, on utilise généralement Meris. Or, Meris est fondé essentiellement sur la séparation des données de traitement. Ça veut dire que Meris ne connaît pas le concept de classe, il connaît le concept d'encapsulation. Or, c'est exactement ce que je fais dans mon back-end. Je parle des classes, je parle de l'encapsulation, je parle de l'héritage, je parle des interfaces, des choses qu'on ne retrouve pas chez Meris. Pas la même logique de fonctionnement. C'est pourquoi on est souvent obligé à, lorsqu'on finit de créer les classes, il faut maintenant aussi gérer les relations. Parce qu'en fait, notre backend n'est pas reconnu pour pouvoir gérer les relations. Voilà. OK. Aujourd'hui, j'avais prévu d'en faire quoi? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais d'abord couper, je vais relancer.